on va déjà se présenter. Bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Turkane, je suis infirmière aux urgences à Nancy et formatrice aux gestes de premier secours. Avec infirmier et puériculteur en pédiatrie générale, urgence pédiatrique à Naples. Moi je suis Karine, je suis infirmière responsable à la clinique Saint-Luc de Schirmeck, du groupe hospitalier, Saint-Vincent de Strasbourg. Moi, c'est Aude, infirmière, formatrice à l'IPSI de Troyes. Bon, on va vraiment penser. Tu es pédagogique, on veut une petite musique un peu sympa. Entendu. Ouais. Bon, pour ceux qui reconnaissent, c'est Mario. Décontextualiser. Voilà, donc au travers de cette pause pédagogique, les objectifs, c'est de vous faire décrire déjà ce que c'est qu'un serious game pour vous. Et puis surtout de questionner les intérêts et les limites, les intérêts pédagogiques et les limites du serious game ou le SAM. Donc pour ça, on va déjà vous faire travailler un petit peu pour savoir ce que c'est, quelles sont vos représentations du jeu sérieux. Ensuite, on abordera la définition qui a été retenue principalement dans l'article et on l'enrichira d'autres définitions d'autres auteurs. Ensuite, on essaiera de vous faire jouer un petit peu, tester le serious game. Et puis, on arrivera sur les conclusions de l'article et la fin de partie avec ce qu'on en a retenu principalement. Donc là, on va partir de votre connaissance. Donc on va aborder par la méthode de la boule de neige. Donc d'abord seul, vous allez définir comment vous définiriez le serious game, du coup sur un petit bout de papier. Puis vous allez vous regrouper en trio, puis en groupe de 6, pour avoir une définition un peu plus complète et on fera une mise en commun en plénière juste après. Donc ça va vous jouer. Vous allez tout seul. Du coup, on va reprendre. Du coup, s'il y a un groupe qui souhaite s'exprimer en premier, et bah c'est parti. Vas-y, tu es prêt? Oui, qu'est-ce que ça nous définir? On a utilisé une méthode d'apprentissage qui correspond à une technique de simulation. On peut le ranger dans les techniques de simulation. Que du coup, il y avait un côté ludique et donc attractif. Que ça pouvait être soit informatique, voire même en ligne, voire aussi version papier, jeu de société. Et que si c'était informatique, on a trouvé la problématique de la place du débriefing, notamment si c'est en version asynchrone. Il n'y a pas d'échange et donc quid du socio-constructivisme dans cette méthode d'apprentissage. Globalement, oui. Du coup, par contre, avantage, c'est la liberté. Si c'est en asynchrone, je le fais à 4h du matin, tout comme je le fais quand ça m'arrange. Donc une certaine liberté dans liberté. Dans le choix. Et, après, on l'avait pas... Après, je trouvais que c'était bien, juste dans... Il y a le quotidien, il y a les situations sanitaires exceptionnelles, et ça peut être sympa en situation sanitaire exceptionnelle pour jouer des choses qu'on vraiment on aurait du mal à jouer, même en simulation, sauf si on est 200, enfin peut-être pas 200, mais beaucoup de victimes ou de patients. Voilà. Tout ce qu'on aime. Très bien, merci. Le prochain groupe. Un autre groupe? Oui, donc nous on a dit que c'était jouer pour apprendre. En fait, c'est la mise sous forme ludique d'un contenu pédagogique qui est rendu avec un feedback. Et elle peut s'exprimer sous plusieurs formes, que ce soit du contenu numérique, papier ou escape game. Escape game. Ok. Le troisième groupe. Alors, nous, on a dit que c'était un jeu pour gens sérieux. Bonjour, sérieux? Ok. Qui consiste en une activité pédagogique avec une visée d'apprentissage et dont l'intention est de faire mobiliser les différentes connaissances, compétences face à un scénario préétabli. Le dernier groupe.
Bon, dans l'idée, tout a été déjà plus ou moins dit, une méthode pédagogique avec un objectif d'apprentissage qui peut revêtir différentes formes, qu'elles soient, nous, on débattait sur le fait que ce soit numérique ou pas forcément numérique, qu'il peut y en avoir des serious games faits en chair et en os, et auquel cas la question du débriefing peut revenir sur le tapis après. Il y avait une histoire aussi de contenu évolutif en fonction des choix que l'on peut faire lors du serious game, en fonction du mode. Si c'est numérique, par exemple, ce sera très facile. Si c'est en réel, ce ne sera pas forcément aussi évident. Peut-être dans la mise en place, j'imagine. Des scénarios optionnels, en fait. Voilà, c'est dérouler un peu la Black Mirror pour ceux qui voient. C'est ça. Des arbres décisionnels scénarisés. Non, ça fait pas plus. Bon, voilà, pour nous. Donc, pour revenir à l'article, c'est un article intitulé Les intérêts des jeux sérieux pour la formation des professionnels de santé au raisonnement clinique et à la prise de décision dans la pédagogie médicale. Et du coup, la définition qui en ressort de l'article, c'est la définition de la HAS. Donc, les jeux sérieux, de l'anglais Serious Game, sont des applications développées à partir de technologies avancées du jeu vidéo, mais qui dépassent la seule dimension du divertissement. Ils combinent une intention sérieuse de type pédagogique, informative, communicationnelle ou d'entraînement, avec des ressorts ludiques. Ils sont en quelque sorte une déclinaison utile du jeu vidéo au service des professionnels. Donc en fait, on retrouve un petit peu ce que vous avez dit, notamment sur le ludique et sur le côté informatique et jeux vidéo. Je ne sais plus, je crois que vous en aviez parlé, on ne l'a peut-être pas mesuré. Ce qui veut dire que si c'est jeux vidéo, est-ce que Guillaume n'en ferait pas partie selon cette définition? Alors on a d'autres définitions qui sont également données par d'autres auteurs, par la définition donnée par Julián Alvarez, qui dit que c'est une application informatique dont l'objectif est de combiner donc, à la fois des aspects sérieux, donc le mot sérieux, et de manière non exhaustive, donc on va combiner donc, l'enseignement, l'apprentissage, la communication, ou encore l'information avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. Qui ont un petit peu les connaissances et compétences que vous avez citées. Et l'autre définition qu'on a pu également trouver dans la littérature, donc c'est la définition de Chen et Michael en 2005, qui dit que c'est en fait tout jeu dont la finalité première serait autre que le simple divertissement. Donc tout ce qui est là, on a tous les jeux l'escape game. Voilà. D'accord, donc ça se discute finalement. C'est ça. Voilà. En tout cas, dans l'article, c'est vraiment la notion de numérique. Et la plupart des articles quand même ressortent cette notion de numérique, parce que c'est quand même issu du jeu vidéo. Après, avec plus ou moins de largesse. On peut avoir des escape games numériques. Et bah du coup, ça rentre. Du momentan numérique. Et du coup, avec cette définition généraliste, on a trouvé également un jeu de société qui a été fait du coup avec en psychiatrie, créé avec l'aide de patients. Donc, qui donne un autre exemple qui sort du jeu vidéo, du coup. Donc en pédagogie, focus sur la pédagogie en santé. Donc le jeu sérieux peut donc avoir différents buts: la sensibilisation, l'apprentissage, la communication et l'information. Donc on reprend ce que vous aviez dit avec les connaissances et les compétences. Dans les formations en santé initiale ou continue, le serious game est utilisé comme outil d'apprentissage. Il peut être exploité pour la formation des professionnels de santé au raisonnement clinique et à la prise de décision. Donc ça, c'est ce sur quoi l'auteur s'intéresse principalement, à savoir que le jeu sérieux, en fait, il est aussi bien à destination des professionnels de santé, des futurs professionnels de santé, mais également des patients, et notamment pour tout ce qui est éducation pour la santé ou éducation thérapeutique. On ne pas rebondir sur ce que vous dites. Mais voilà, c'est plutôt intéressé sur la formation des professionnels. Là, l'article, c'est vraiment sur les professionnels de santé. Du coup, il y a plusieurs concepts qui tournent autour du serious game. Il y a la gamification
et également le Game-Based Learning. Donc j'espère que vous avez révisé votre anglais. Voilà, donc la gamification, c'est l'utilisation d'éléments du jeu dans un contexte qui n'est pas propre au jeu, donc par exemple la pédagogie. Donc le Game-Based Learning, c'est le fait d'apprendre par une expérience de jeu, et le Serious Game, c'est le jeu en lui-même. Donc là, on va vous laisser expérimenter le jeu sérieux. Alors là, on est plutôt en position d'étudiant, étudiant en soins infirmiers d'ailleurs, c'est celui qu'on a retenu. Donc à vos téléphones ou ordinateurs. Donc, dans l'idéal, ça serait de le faire individuellement si vous pouvez, mais sinon à 2 ou 3, mais pas plus, ça va perdre de son sens. On se donne 10 minutes. Un quart d'heure, un peu facile. Donc, de toute façon, on va rester le voir. Le but, c'est d'explorer vraiment Oui, tout ce que, les possibilités tout ce que ça vous propose. Vous avez expérimenté le game. Alors, du coup, au vu de cette utilisation et puis de ce que vous saviez déjà un petit peu avant, quels seraient les avantages, selon vous, de cet outil de jeu? Bah oui, c'est tellement ludique. Ça crée l'intérêt. Ça crée de l'intérêt dans des jeux. Il y a une contextualisation rapide et on voit la motivation. Bien sûr, la motivation. Ouais. Ça enlève le côté stressant d'être en face un patient qui, dès qu'on pense qu'on a une pathologie, en fait là on sait qu'on est dans le jeu, même si on s'y prête, on a tout cette composante de stress qui est moins grand. côté sécurité, ouais. Après, ça peut être aussi un aspect négatif, ça. Parce que si on n'expérimente pas finalement la situation stressante, on n'est pas finalement dans une situation qui est réellement vécue par rapport à la simulation, par exemple. Donc, est-ce qu'on réagit aussi bien sur un apprentissage à travers le serious game versus un apprentissage par la simulation qu'on vit émotionnellement? On y reviendra un petit peu. Ou alors il faut mettre un petit sablier et il faut Oui. donner la réponse Avec dans un un délai. certain temps. Alors il y en a un où il n'y a pas de délai. Hein. J'ai aimé, hein, monsieur. J'ai essayé de le sauver rapidement. Après, il y a des. c'est- Il y en a où justement il y a des délais hein, pour les réponses, etc. C'est quelque chose qui peut être programmé dans les séries. Où il y a une mise en scène qui est plus immersive, c'est plus à base de. On a vraiment l'impression de rentrer dans la pièce, de se diriger vers la personne. Oui, avec même des casques à réalité virtuelle où on fait les mouvements, etc. On a notre passe. Ouais, trop. Bah, trop tard maintenant. Ouh, mais t'as dormi pour beaucoup de personnes. Il y a un petit temps mort, c'est pour ça que je suis dit. Donc, J'ai pas compté jusqu'à. dans les avantages, bah, c'est ce que tu disais Laura, en effet ce qui a été relevé c'est le droit à l'erreur, le côté sécurisant pour l'étudiant qui se dit bon bah voilà, là il n'y aura pas de conséquences, je peux tester, je peux essayer des choses et puis bah, si je me trompe, je pourrais recommencer. Ça permet à l'étudiant d'aller à son rythme, avec notamment ce que vous aviez relevé tout à l'heure, si j'ai envie de me connecter à 4h du matin, j'espère qu'à 4h il dormira, mais potentiellement je peux le refaire à 4h du matin, je peux le faire à 8h parce que je suis plus actif le matin plutôt que l'après-midi, enfin, voilà, chacun fait un son rythme. Ça permet évidemment de former en masse et du coup ça demande peu de formateurs pour animer l'activité en tant que telle. C'est possible en formation en distanciel et là, de ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est un avantage certain. Ça soutient l'attention, l'engagement cognitif à l'attraction et du coup la répétition qui sont les 4 piliers de l'apprentissage. Et puis donc ça soutient l'implication et c'est un outil de pédagogie active et expérientielle quand même dans une certaine mesure. Ce qui nous renvoie au cycle de Kolb qui a été souligné dans l'article. Alors le cycle de Kolb, elle s'appuie donc sur la théorie qui a été développée dans les années 70 par John Dewey sur le learning, la théorie du learning by doing. En fait, elle permet d'organiser les activités d'apprentissage pour que l'apprentissage soit plus efficace et plus durable. Et donc David Kolb, c'est en 1984 qu'il élabore donc le cycle d'apprentissage par ces 4 phases. Donc la première phase, l'expérience
concrète. Je vous dispense de mon anglais. Qui est donc en fait le fait de vivre ou de partager vraiment une expérience concrète, c'est-à-dire une expérience qui a été donc vécue. Donc ça, on peut très bien le faire aussi quand on le crée par de la simulation, par les jeux de rôle, etc. Ensuite, la deuxième phase d'apprentissage qu'il décrit, c'est l'observation réfléchie, c'est-à-dire que là, le sujet va réfléchir sur ce qu'il a fait, et en prenant du recul et en se posant la question de pourquoi est-ce que j'ai fait ça, enfin qu'est-ce que j'ai fait en fait. Voilà, donc de reprendre du recul sur les gestes et la façon dont il l'a fait. Et ensuite la troisième phase qui est donc la phase de conceptualisation. Donc c'est la théorisation en fait du geste. Voilà. Et la dernière phase, c'est la phase d'émission d'hypothèses, d'accord, pour pouvoir ensuite la généraliser. Non, c'est bon, on peut en parler longtemps, mais voilà, donc c'est ces quatre phases en fait qui, de façon cyclique, permettent en fait d'ancrer les apprentissages. Et donc évidemment, si on parle d'avantages, il y a aussi les limites. Et quelles seraient les limites selon vous de cet outil, donc en dehors du fait que voilà, l'expérience reste quand même limitée? Moi, la principale limite que je mettrais dans le contexte de l'apprentissage du raisonnement clinique, c'est que ça zappe le côté intuitif du raisonnement clinique. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, ce qui serait bien, c'est on peut rentrer dans la chambre comme ça, et puis d'un coup, quelles hypothèses déjà vous pouvez mettre à partir de manière intuitive, comme ça en ayant vu à peine de patiente, en ayant prélevé quelques infos comme ça, visuelles. Il manque, je trouve, ce côté intuitif du raisonnement clinique qu'on n'a pas là, c'est quand même vachement guidé, quoi. Là, après, au niveau des questions, au niveau des trucs, je trouve que c'est quand même... Après, c'est Ça, un c'est exemple. Oui, oui. Ouais. Non, mais je parle de... Ils Alors, sont pas tous faits non plus oui, comme bien ça. sûr. Mais je parle de celui-là, et puis... ouais. Oui, moi, je parle de celui-là dans le cas du raisonnement clinique. Il y avait peut-être ce qu'on évoquait par rapport au retour, au feedback, le manque d'adaptation, d'ajustement, de réajustement possible. Enfin, peut-être qu'il va s'être trompé, on ne va pas citer les bonnes raisons de l'erreur, on ne va peut-être pas bien comprendre ce qui se passe dans la tête de l'étudiant. Limite par rapport au potentiel synchronisme. C'est des limites techniques, ça coûte très très cher les programmes-là. C'est le montage à les fabriquer et puis même faire en elle-même. Les serious games en fait ont été très généralement assimilés aux techniques de simulation. D'ailleurs, le cycle de Kolb, c'est le fondement de la simulation, de pédagogie par la simulation. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut quand même préciser, c'est un outil, comme dans toute la pédagogie par la simulation, c'est qu'il y a différents outils, et c'est un outil. C'est pas un truc qui révolutionne tout, qui peut tout grouper, tout traiter, tout. Notamment, effectivement, ça dépend pour quel objectif il a été conçu. Si cet objectif, par exemple, l'exemple qu'on vient de faire, c'est de faire ancrer chez les étudiants le message ça aide, avec le protocole ça aide, je dirais qu'il est plutôt bien réussi. Maintenant, si c'est pour le raisonnement clinique, c'est pas fait pour ça. Alors, quoique, c'est-à-dire que quand on tombe sur la présentation juste à Disney avec... on voit quand même qu'il y ait 2-3 tentatives de susciter, on va dire, le raisonnement intuitif avec est-ce que c'est une allergie, est-ce que c'est cela. C'est plutôt pas mal. C'était en parallèle avec l'avantage si on peut le faire quand on veut, la limite de quand on peut le faire quand on veut, parfois on ne le fait jamais parce qu'on n'est pas, si on n'est pas obligé de le faire. L'accès à la ressource numérique, vu que c'est que numérique du coup, ou qui c'est principalement numérique, il faut déjà y avoir accès. Une autre limite, c'est le temps de préparation, parce que je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait, c'est ça? Non, parce que justement, on n'aurait pas eu le temps. C'est quand même un temps. Enfin, moi, je ne suis pas du tout convaincue par cette histoire, donc c'est vrai que de consacrer autant de temps pour finalement un résultat hyper probant, moi, je ne suis pas convaincue.
c'est à peu près tout ce que vous avez dit. Ouais. Donc en effet, la nécessité de matériel adapté, parce que voilà, il faut être un minimum équipé et bien équipé, parce que si on n'a pas le son sur son ordinateur, si on a une mauvaise carte graphique, ça peut poser problème. D'autant que, voilà, en fonction du public qu'on a aussi dans nos formations, on a des publics très hétérogènes, avec donc, soit un public qui n'a pas accès au matériel, ou alors qui n'a pas les compétences ou les capacités informatiques qui se bloquent d'emblée quand on parle d'outils numériques, et c'est déjà un problème en soi, donc il faut aussi s'adapter à notre public. Ce qu'on disait, parce que vous disiez également sur le nombre de formateurs, autant pour le faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de formateurs, pour animer l'activité, autant pour le construire. Ça demande une collaboration et pas le faire tout seul, et le faire à plusieurs, et le tester en équipe pour voir en effet si on n'a pas oublié certains éléments, certaines choses. Du coup, ça demande énormément de temps, ce qui est déjà compliqué puisqu'on a d'autres activités. Et, voilà, on connaît tous notre charge de travail. Il y a le coût si on achète à une société qui est spécialisée et qui fait des serious games, parce que là c'est un serious game qui a été créé au CH du Sud francilien, au IFSI, donc c'est des formateurs qui l'ont créé, mais on peut les acheter également, en tout cas il y a des sociétés qui se développent beaucoup par rapport à ça, mais c'est énorme au niveau achat. Et puis voilà ce que vous disiez aussi, l'apprenant il est tout seul devant son écran. C'est bien pour la répétition, ce qu'il peut essayer de faire. Quelqu'un qui est timide va essayer, en effet, va peut-être le faire plus facilement que s'il était en simulation ou autre. Mais pour autant, il est tout seul devant son écran. Et comment on corrige derrière tout ça. Et c'est justement également les points de vigilance qui sont à apporter. Donc le briefing, la rétroaction des briefings, et le fait que le scénario soit élaboré avec des objectifs clairs et énoncés. Et dans d'autres articles qu'on a pu lire pour enrichir un petit peu, en fait, il y avait des instituts qui faisaient ça en séance un petit peu de simulation, où il y avait 6 étudiants en fait, en salle informatique. Ils étaient sur leur serious game avec le formateur qui était là pour répondre aux questions, les aider. Et après, il y avait un débrief sur comment vous avez vécu la situation, quelles ont été vos difficultés. Il y avait du coup l'échange aussi entre pairs. C'était pensé un petit peu différemment, et ce qui amenait la rétroaction, puisque donc, elle se fait soit comme ça, soit alors ça va être des éléments de score ou des informations qui vont apparaître dans le serious, mais en effet, comment s'assurer que l'information a bien été comprise, enregistrée et du coup effective. Donc, en conclusion, ce qui ressort surtout de l'article, c'est que le serious game, il est plus efficace pour améliorer les connaissances, les habiletés, la satisfaction par rapport à la méthode de contrôle. Mais en tout cas, la preuve n'a pas été apportée comme quoi par rapport entre les deux, comme quoi ce serait mieux ou pas. Disons que ce qui ressort de l'article, les études sont très récentes et il n'y a pas assez de retour dessus, elles ne sont pas assez probantes, on va dire. Mais ce qui ressortait, c'est que par rapport à un autre outil numérique, il n'y avait pas de plus-value. Mais il y a quand même une plus-value par rapport à la méthode standard d'enseignement. En tout cas, ça permet aussi d'augmenter la motivation des étudiants. C'est une autre méthode. Voilà, ils aiment bien en général jouer, le digital, etc. Voilà, ça, surtout pour augmenter la motivation. Mais concrètement, en tout cas en termes de résultats sur l'apprentissage, il n'y a pas de preuve encore comme quoi ça permet de mieux apprendre. Mais ça augmente surtout la motivation et l'engagement des étudiants. Ouais. J'aimerais bien savoir, si c'est décrit dans l'article, comment est-ce qu'ils peuvent affirmer que les habilités techniques sont améliorées par Serious Game? Alors, là, c'était pas sur les habiletés techniques. C'était vraiment sur le raisonnement clinique. C'est sur le raisonnement clinique. D'accord. Pas sur les habiletés techniques. L'article s'est cantonné, ce que je disais au début, au raisonnement clinique. Chez les professionnels de santé. Au niveau du raisonnement clinique, chez les professionnels de santé, les études ont montré qu'il y avait une amélioration en utilisant des outils numériques. Pas que le serious game, mais des outils numériques. Donc c'est le terme habilité qui est peut-être mal... Ils axaient quand même un petit peu sur les habilités, dans le sens où les gens qui avaient été formés avec du numérique ou du serious game, en situation sur de la simulation classique,
était plus vite réactif que par rapport à quelqu'un qui n'avait jamais utilisé cette méthode-là. Et qui avait juste eu un coup magique. En fait, il construisait déjà des ne serait-ce que de voir, même si c'est en image, le dispositif qu'ils doivent manipuler en simulation. Plus rapide dans la mise en œuvre de l'habilité, du coup. Oui, c'est ça. Parce que dans le Serious, en fait, ils jouent leur propre rôle et ils sont déjà dans l'action quelque part, même s'il y a l'écran, même si ils sont moins spectateurs que dans un code classique où ils vont rester plus en retrait. Merci. Du coup, les perspectives, voilà, les travaux de recherche pédagogiques sont encore à poursuivre à cet égard. Pour l'instant, ce n'est pas encore très probant. Et donc, en effet, il reste à prouver que les apprentissages sont transférables en situation réelle, par remarque, que ce soit en lien avec les compétences et les pratiques professionnelles, et surtout que le jeu sérieux a un impact significatif sur la qualité de prise en charge des patients, puisque le but, c'est quand même d'agir auprès des patients, et ça ne faut pas l'oublier. Et donc en fin de partie, pour conclure la pause pédagogique, la nécessité des compétences spécifiques donc pour créer un serious game déjà. C'est très chronophage à l'élaboration, c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé nous dans la création d'un serious game parce qu'on a regardé, on a tenté, mais nous avons un petit peu déjà juste la maîtrise de l'outil parce qu'il y a des outils gratuits qui existent, on a mis une biblio où vous trouvez les outils, mais c'est juste le temps d'appropriation des outils, de créer déjà le scénario, enfin, bon, voilà. On n'avait pas le temps. Et puis un outil pédagogique supplémentaire à disposition, ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment à mettre dans la mallette du pédagogue ou pas. Non mais après voilà, il faut avoir une appétence ou pas pour l'outil, mais en tout cas c'est juste une couleur supplémentaire à la palette. Doit être réfléchi parce qu'il disait il faut fixer les objectifs clairs dès le début, ça c'est comme dans toute pédagogie. Intérêt doit être encore exploré, c'est ce que soulignait Aude, avec les perspectives, parce que pour l'instant c'est les balbutiements, on ne sait pas trop encore. Voilà. Donc en fait oui, c'est en plein essor, oui c'est un outil qui peut être intéressant, mais c'est pas parce que c'est en plein essor qu'il faut l'utiliser, et si on l'utilise, il faut bien l'utiliser. Donc ça va être encore beaucoup de travail derrière. Mais on a encore un peu de temps. Oui, du coup, voilà. À se tourner vers le public. Parce que moi, voilà, on a des questions. Voilà. Moi, j'en ai au public. Qui a l'expérience de Serious Game, qui en a déjà fait, et on a vu l'intérêt. Monter ou nous-mêmes participer. Explorer déjà, après monter. On va déjà faire exploration. Allez-y alors. Allez-y. Racontez-nous. J'ai déjà fait un serious game en réalité virtuelle où c'était sur un bilan de prise en charge d'un patient en kinésithérapie et c'était sur le développement du raisonnement clinique, un petit peu similaire du coup à votre article. Dégager très rapidement un avantage majeur, c'est que du coup chaque étudiant est obligé de faire travailler son propre raisonnement clinique comparé à d'autres modalités comme la simulation où c'était en place chez nous, où en fait tu as souvent 1, 2 ou 3 étudiants qui sont moteurs du groupe et qui réfléchissent et les autres qui parfois se laissent un petit peu porter. Donc, l'avantage que moi j'y ai vu dans cette méthode, c'est que chaque étudiant est seul face à son propre raisonnement pour cheminer et obtenir la solution du problème. L'inconvénient majeur, vous les avez déjà cité, c'est moi ça m'a foutu un mal de crâne monstrueux pour toute l'après-midi et j'étais incapable du coup de finir le serious game parce que j'avais trop mal à la tête. Voilà l'expérience que j'en ai du serious game. Après là c'était avec le casque, etc. C'était un casque de réalité virtuelle, on avait les deux manettes pour se déplacer, c'était très immersif. C'était très immersif. Haut niveau. Mais du coup, la moitié de la salle est ressortie avec un mal de crâne incroyable. Combien de temps ? En moins de 20 minutes de serious game. Ah oui. Donc. Les nausées sont décrites. Avec des casques de réalité virtuelle. Donc c'est quand même
je trouve que c'est quand même très limitant, du moins pour la réalité virtuelle, l'application Serious Game. Et C'est surtout pour qui en a une expérience positive alors. Moi, j'en ai utilisé un qui avait été construit par un IFSI du Nord, je crois. En tout cas, c'était sur l'équipe pluriprofessionnelle. Donc, je l'ai utilisé avec les élèves et soignants qui devaient collaborer dans le Serious Game. C'était la prise en charge d'un patient qui avait chuté, patient âgé qui avait chuté en EHPAD, et donc il fallait qu'est-ce qu'on fait, avec qui on discute, qu'est-ce qu'on donne comme information, etc. Et ça a été très positif parce qu'on en a fait un débriefing de plus d'1 heure après avec l'ensemble des élèves. J'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était pas quelque chose de très compliqué, mais c'était effectivement avec des arborescences en fonction des réponses. On arrivait, soit il y avait une bonne prise en charge ou pas. Voilà. Donc c'était pas mauvaise réponse pour revenir en arrière, c'était voilà, il y a cette réponse, cette décision a été prise là, ça donne ça. Ils prennent une autre décision, ça donne ça. Voilà. Donc c'était intéressant. Puis j'ai eu un retour assez positif de la part des élèves qui, eux, ont eu l'impression de réussir à prendre en charge un patient virtuel, mais à réussir à faire quelque chose. Et vous êtes débriefés tous ensemble. Bien sûr. Oui, parce que moi j'avais du mal à envisager d'utiliser un outil et de le laisser comme ça, et puis après on fait autre chose. Voilà, il fallait qu'on puisse en rediscuter et retravailler ensemble. Et ça, c'était vos points de vigilance, ça me semble vraiment important. Je vais tester un outil sur la prise en charge et le triage des victimes avec le principe de l'image control. Et ce qui permet, enfin il y a 2 points positifs et 2 points négatifs. Le point positif, effectivement, ça permet de créer un contexte et puis des scénarios assez riches, en sachant que les exercices, ça existe, les exercices avec le triage et l'image control, ça existe, mais souvent c'est très lourd à organiser et il y a aussi la frustration des équipes de ne pas pouvoir à la fois faire jouer le triage et de faire les gestes. Et donc l'avantage du logiciel, le jeu, c'est vous permet de faire les deux, de prendre des décisions, de faire le tri. Le deuxième avantage, c'est ça permet aussi effectivement de, ce qui a été souligné dans l'article, c'est une formation de masse. Une formation de masse, pas tout seul, mais en complément avec justement les exercices, en complément avec la simulation, en complément avec d'autres supports pédagogiques. Alors, le 2 point négatif, c'est qu'en fait le logiciel, à l'époque où on a testé, il ne permettait pas une collaboration, qui était quand même l'un des points essentiels dans le triage. Le deuxième point négatif, c'est que le modèle économique étant assez compliqué, dans l'acquisition, le logiciel, dans la location, dans la mise en place, ce qui rejoint d'ailleurs au remarque, c'est-à-dire que le coût c'est conséquent. Donc il y a aussi, ce sont des outils qui sont en émergence, ça fait quand même déjà quelques années, mais le modèle économique il reste quand même un peu défini. Moi, je l'ai expérimenté en tant qu'étudiante, c'était sur la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance et, enfin du coup il y en avait 2, sur la réanimation néonatale. Et alors dans l'absolu, je pense que c'est vraiment hyper intéressant parce que, comme vous parlez d'arborescence, en fait, en fonction de ce qu'on faisait dans le jeu, on avait une situation différente, enfin, ce qui pouvait aller jusqu'au décès de la patiente ou de l'enfant, en fonction de nos actions. On ne pouvait pas revenir en arrière, donc on se rapprochait vraiment de la réalité dans ce sens-là. Donc ça, je trouvais ça bien. Après, nous, la façon dont on l'a expérimenté, c'était très très limitant parce qu'on était en période Covid, à distance. Donc en fait, on était sur un partage d'écran, on ne faisait pas vraiment nous-mêmes directement l'action parce que le logiciel était installé. Normalement, ça se passe dans les salles informatiques à l'école où chacun vraiment fait l'exercice. Et là, nous, on n'avait pas les logiciels sur notre ordinateur. Donc c'était un partage d'écran de l'enseignant où on disait faites ça, on était en petit groupe, mais voilà, on était beaucoup moins dans la réalité du coup à ce moment-là. Donc on n'a pas expérimenté de manière optimale, on va dire, ce jeu-là, mais je pense que en le faisant vraiment nous-mêmes, c'était sur une situation qui avait été produite par les formateurs de l'école ou bien sur un logiciel C'est un logiciel qui existe, avec le scénario déjà conçu d'avance. Oui, moi je le connais, c'est une société en fait qui a créé justement ce jeu sur l'hémorragie de la délivrance. Alors l'avantage c'est que c'est des situations
pas exceptionnels, mais auxquels les étudiants en formation ne sont pas forcément confrontés au cours de leurs études. Donc ça leur permet quand même de réagir face à une situation exceptionnelle, mais où il faut être efficace, on va dire. Et pour le coup, ça c'est vraiment bien. Mais nous, on a fait le choix de ne pas l'acheter parce que ça a un coût très important. Parce que justement, on ne pouvait pas donner de rétroaction immédiate. C'est une même société, donc on parle, ils ont 3. Oui, et vous avez une idée du coût? Alors, le coût d'achat, d'ailleurs, il déconseille. Comment? Il déconseille d'acheter. Il conseille de louer, c'est ça? Mais ça représente quoi? Alors, c'est en fonction du nombre d'apprenants, des postes. Et donc, on va dire pour une journée, une vingtaine d'étudiants, ça peut aller. Enfin, c'est négociable, hein, bien sûr, c'est négociable. Bon, combien 48. Alors, on avait fait une estimation en 2 jours, 20 personnes par jour. Ça représentait 5 000 €. Pour les 2 jours? 5 000 € Pour 40 personnes. Tu peux un enseignant, pardon. Après, en fait, la problématique de l'argent, c'est dans les serious games, c'est une vraie problématique à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'à construire, c'est très cher, c'est plus d'une centaine de milliers d'euros. Donc à l'achat, forcément, ça répercute. Moi, ce sur quoi je suis pas fan, c'est la manière de procéder. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs de jeux sérieux qui vont contacter les équipes en place, qui vont les faire travailler sur un jeu sérieux. Donc les équipes en place vont le développer, vont mettre beaucoup d'énergie à le faire. Et la société éditrice va leur vendre leur travail. Donc sur ce procédé, moi je suis déjà un peu dubitatif. Et puis, cerise sur le gâteau, donc vous avez travaillé, les équipes qui ont construit le jeu vont travailler dessus, elles vont acheter le jeu, et par là-dessus, les éditeurs vont vendre à toute la communauté qui voudra l'utiliser à des prix, ou les louer à des prix quand même extrêmement chers. Donc je trouve, d'un point de vue, la vision capitaliste de ce procédé, mais en tout cas moi insupportable. C'est juste mon avis. Après, j'ai une pense positive. On m'avait demandé d'être relectrice, ou bêta-testeuse pour un serious game par déficience. C'est une filière nationale sur les troubles neurodéveloppementaux. Donc le jeu s'appelle Défi Game et il est accessible à tout le monde gratuitement déjà. Et après voilà, il y a trois situations. Qui peut être adapté à différents professionnels de santé, donc ça pourrait être pour des étudiants, du coup moi je le partage pour les étudiants en médecine générale. On en avait un petit peu parlé avec plus Claire orthopédiste, mais je crois que tu l'avais essayé aussi et il était un peu complexe il me semble. Disons qu'à partir d'un certain point, moi il manquait des éléments, mais ce serait tout à fait adaptable en orthopédie en fait, parce qu'on travaille sur les TND tout le temps, mais il y aurait des nécessités d'adaptation. Et il est accessible à tout le monde, donc on peut l'essayer. Voilà, on peut essayer gratuitement et vous pouvez nous envoyer le lien. Sans lien d'intérêt. Je veux bien essayer des trucs. Comme ça, je suis vraiment pas motivée. Gagner des points. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait un intérêt plus important que de l'apprendre avec une autre méthode. Mais je trouve que d'un côté un peu c'est complémentaire en fait à ce qui peut être existant. Ça change, ça peut donner peut-être un peu plus de motivation. On peut le faire à d'autres moments. Et puis pourquoi pas le faire dans le cadre d'un cours. Ça permet de dire aux étudiants voilà, vous ferez ce serious game avant le cours, donc là ils seront quand même obligés de le faire, mais un peu plus quand ils veulent, et on peut faire une rétroaction dessus par exemple. Donc voilà, et puis c'est aussi dans le côté des situations qu'on rencontre pas forcément très souvent, en tout cas pendant les stages, ou alors justement qu'ils savent pas trop, les troubles neurodéveloppementaux c'est assez compliqué pour les internes à prendre en charge au départ, donc ça peut les mettre en situation et faire un peu de révision, on va dire, pour les autres. Il y a un équilibre à trouver entre les objectifs pédagogiques
avec l'avancée technologique, on va dire, le degré technologique du jeu. Et donc, si on veut avoir des objectifs ou on veut avoir un contenu très riche, ça fait rêver, on va dire, eh ben, le degré technologique est tel que justement le coût de revient est très très cher. Et donc, en fait, on est limité par la cible finalement. C'est-à-dire que soit on fait des trucs comme en périnatalité avec la prise en charge des hémorragies de la délivrance. On peut faire ça avec quelques photos, défiler quelques photos, cliquer sur le... Mais c'est pas... Maintenant, si on veut faire de la réalité virtuelle avec le retour même haptique, hein, de prendre des... Parce qu'ils ont même des jeux pour la coronagraphie, hein, avec fait des gestes, avec le retour haptique, les cardiologues, les interventionnistes, ils peuvent avoir aussi la sensation de... Et puis, bien sûr, l'immersion, le degré on va dire, d'apprentissage, il est beaucoup plus élevé, mais de l'autre côté, là aussi, le coût va être très très élevé. Très bien, quand c'est des choses monosyllabiques, si on peut dire, c'est par exemple le diagnostic d'une maladie rare, la communication, l'échange, apprendre à un étudiant d'échanger correctement, ou bien faire des choses très basiques. Quand on rentre, que ce soit dans l'hémorragie de la délivrance ou l'arrêt cardiaque extra-hospitalier ou intra-hospitalier, il y a beaucoup de personnel, de l'humain, et je trouve que la technologie à l'heure actuelle, elle ne nous suit pas. Moi, j'ai trouvé très basique, que ce soit hémorragie ou... C'est vraiment, tu as l'impression que c'est 30 ans en arrière et l'image bouge à peine, ce qui fait que ça nous bloque dans les actions, dans la réflexion. Je pense qu'il y a du travail à faire sur ça, si on veut partir sur cet outil et investir. Mais ce que je trouve qui manque, c'est le regard des autres en fait. C'est justement être livré à soi-même, être en face avec l'écran. Certes, ça me met à l'abri des critiques et de regards qu'est-ce que les autres, comment ils vont nous percevoir, mais en même temps, ça fait qu'on apprend moins bien que par rapport à la simulation où on travaille en groupe, où on échange avec tous les autres, avec le regard critique de l'autre, ce qui fait que les informations qu'on a à apprendre, elles restent ancrées d'une manière un peu plus forte que voilà. Donc il y a du dossier. Peut-être bien avec une question sur la codification. Il y a quelques années, il y avait un psychiatre, j'ai vérifié là pour voir si le jeu existait toujours, les événements existent toujours, qui avait parlé du jeu Bipolaire, c'était plus pour les patients en fait, bipolaires, pour l'observance de leur traitement en fait. Du coup, ils pouvaient se mettre en situation et qu'est-ce qui se passait. C'est beaucoup développé pour l'éducation. Généralement, il existe toujours des gratuits aussi. Mais là, c'était pas le choix de l'auteur, on va dire. Ça existe, ça se développe beaucoup à ce niveau-là. Alors, c'est vrai, juste pour terminer, vous étiez 3 groupes à avoir choisi cet article. Donc je vois bien un certain engouement pour les serious games. Donc c'est quelque chose que vous auriez envie de développer, ceux qui avaient choisi l'article. Moi, c'était vraiment une interrogation parce qu'on voit émerger, on en entend parler, moi c'est peu ou pas utilisé dans l'environnement professionnel, mais voilà, je voulais voir, parce que c'était vraiment par curiosité. À force d'en entendre parler, de voir un peu... Parce qu'on était parti au début un petit peu sur... avant de choisir cet article-là, on était parti sur les chambres des erreurs, ce genre de choses, pour expérimenter, et c'est comme ça qu'on file de goût, on avait dit sur le service avec la curiosité de qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Oui, les chambres des erreurs, on les connaît. Pareil, moi j'avais jamais essayé non plus, ni jamais utilisé. Et après, voilà, le fait de... C'est une idée, je pense, pour les enseignants, les formateurs, de créer ce genre de choses. Bon, personnellement, ça ne m'a pas non plus convaincu d'en faire ou de l'utiliser, mais je pense qu'il y a encore des recherches à faire par rapport à ça. Et comme c'est quelque chose qui est assez à la mode et que les étudiants aiment beaucoup, pourquoi pas, mais personnellement, je n'aimerais pas forcément l'utiliser. Ou alors, de façon très complémentaire, mais en effet, des fois, quand on voit l'investissement temps et argent, est-ce que je peux créer ou utiliser? Oui, créer ou utiliser. C'est déjà Les formats numériques, j'ai trouvé,
c'est limité dans les applications et aussi dans tout ce qui est dans rétroaction, etc. Et pour participer en IFSI plus avec un jeu de société qui avait été créé dans le cadre de Plastic Titrisation, il y avait beaucoup plus d'échanges et on était dans le jeu, donc il y avait quand même cette stimulation qu'on a en effectuant un jeu, mais avec beaucoup plus de rétroaction et d'échanges et un peu plus de socio-constructivisme, parce qu'en fait, même si on est concurrent avec les adversaires, au final on a envie de s'aider et d'apprendre, et du coup au final ça devient plus des alliés pour répondre aux questions, etc. Donc je trouve que l'application jeu de société est peut-être plus utile que le jeu vidéo. On va s'arrêter. Merci.